Le rouge et le noir, chronique du XIXe siècle, écrit par Stendhal en 1830, lu par Équilivre, livre audio. Livre premier, La vérité, l'âpre vérité, Danton. Chapitre 18. Un roi à Verrières. N'êtes-vous bon qu'à jeter là comme un cadavre de peuple, sans âme et dont les veines n'ont plus de sang? Discours de l'évêque à la chapelle de Saint-Clément. Le 3 septembre à 10 heures du soir, un gendarme réveilla tout Verrières en montant la grande rue au galop. Il apportait la nouvelle que Sa Majesté le roi de arrivait le dimanche suivant et l'on était au mardi. Le préfet autorisait, c'est-à-dire demandait, la formation d'une garde d'honneur. Il fallait déployer toute la pompe possible. Une estafette fut expédiée à Vergy. Monsieur de Rênal arriva dans la nuit et trouva toute la ville en émoi. Chacun avait ses prétentions. Les moins affairés louaient des balcons pour voir l'entrée du roi. Qui commandera la garde d'honneur? Monsieur de Rênal vit tout de suite combien il importait, dans l'intérêt des maisons sujettes à reculer, que monsieur de Moirod eût ce commandement. Cela pouvait faire titre pour la place de premier adjoint. Il n'y avait rien à dire à la dévotion de monsieur de Moirod. Elle était au-dessus de toute comparaison. Mais jamais il n'avait monté à cheval. C'était un homme de 36 ans, timide de toutes les façons, et qui craignait également les chutes et le ridicule. Le maire le fit appeler dès les 5 heures du matin. « Vous voyez, monsieur, que je réclame vos avis, comme si déjà vous occupiez le poste auquel tous les honnêtes gens vous portent. Dans cette malheureuse ville, les manufactures prospèrent, le parti libéral devient millionnaire, il aspire au pouvoir, il saura se faire des armes de tout. Consultons l'intérêt du roi, celui de la monarchie, et avant tout l'intérêt de notre sainte religion. À qui pensez-vous, monsieur, que l'on puisse confier le commandement de la garde d'honneur? » Malgré la peur horrible que lui faisait le cheval, monsieur de Moirod finit par accepter cet honneur comme un martyr. « Je saurai prendre un ton convenable, dit-il au maire. À peine restait-il le temps de faire arranger les uniformes qui, 7 ans auparavant, avaient servi lors du passage d'un prince du sang. À 7 heures, madame de Rênal arriva de Vergy avec Julien et les enfants. Elle trouva son salon rempli de dames libérales qui prêchaient l'union des partis et venaient la supplier d'engager son mari à accorder une place au leur dans la garde d'honneur. L'une d'elles prétendait que si son mari n'était pas élu, de chagrin, il ferait banqueroute. Madame de Rênal renvoya bien vite tout ce monde. Elle paraissait fort occupée. Julien fut étonné et encore plus fâché qu'elle lui fit un mystère de ce qui l'agitait. « Je l'avais prévenu, se disait-il avec amertume. Son amour s'éclipse devant le bonheur de recevoir un roi dans sa maison. Tout ce tapage l'éblouit. Elle m'aimera de nouveau quand les idées de sa caste ne lui troubleront plus la cervelle. » Chose étonnante, il l'en aima davantage. Les tapissiers commençaient à remplir la maison. Il épia longtemps, en vain, l'occasion de lui dire un mot. Enfin, il la trouva qui sortait de sa chambre à lui, Julien, en portant un de ses habits. Ils étaient seuls. Il voulut lui parler. Elle s'enfuit en refusant de l'écouter. « Je suis bien sot d'aimer une telle femme. L'ambition la rend aussi folle que son mari. » Elle l'était davantage. Un de ses grands désirs, qu'elle n'avait jamais avoué à Julien de peur de le choquer, était de le voir quitter, ne fût-ce que pour un jour, son triste habit noir. Avec une adresse vraiment admirable chez une femme si naturelle, elle obtint d'abord de monsieur de Moirod et ensuite de monsieur le sous-préfet de Maugiron que Julien serait nommé garde d'honneur de préférence à 5 ou 6 jeunes gens, fils de fabricants fort aisés, et dont 2 au moins étaient d'une exemplaire piété. Monsieur Valenod, qui comptait prêter sa calèche aux plus jolies femmes de la ville et faire admirer ses beaux Normands, consentit à donner un de ses chevaux à Julien, l'être qu'il haïssait le plus.
Mais tous les gardes d'honneur avaient à eux ou d'emprunt quelques-uns des beaux habits bleus de ciel avec 2 épaulettes de colonel en argent qui avaient brillé 7 ans auparavant. Madame de Rênal voulait un habit neuf, et il ne lui restait que 4 jours pour envoyer à Besançon et en faire revenir l'habit d'uniforme, les armes, le chapeau, etc., tout ce qui fait un garde d'honneur. Ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'elle trouvait imprudent de faire l'habit de Julien à Verrières. Elle voulait le surprendre, lui et la ville. Le travail des gardes d'honneur et de l'esprit public terminé, le maire eut à s'occuper d'une grande cérémonie religieuse. Le roi ne voulait pas passer à Verrières sans visiter la fameuse relique de Saint Clément que l'on conserve à Bray-le-Haut, à une petite lieue de la ville. On désirait un clergé nombreux. Ce fut l'affaire la plus difficile à arranger. Monsieur Maslon, le nouveau curé, voulait à tout prix éviter la présence de monsieur Chélan. En vain, monsieur de Rênal lui représentait qu'il y aurait imprudence. Monsieur le marquis de la Mole, dont les ancêtres ont été si longtemps gouverneurs de la province, avait été désigné pour accompagner le roi de... Il connaissait depuis 30 ans l'abbé Chélan. Il demanderait certainement de ses nouvelles en arrivant à Verrières, et s'il le trouvait disgracié, il était homme à aller le chercher dans la petite maison où il s'était retiré, accompagné de tout le cortège dont il pourrait disposer. Quel soufflet! Je suis déshonoré ici et à Besançon, répondait l'abbé Maslon. S'il paraît dans mon clergé, un jansénite, grand Dieu. Quoi que vous en puissiez dire, mon cher abbé, répliquait monsieur de Rênal, je n'exposerai pas l'administration de Verrières à recevoir un affront de monsieur de la Mole. Vous ne le connaissez pas, il pense bien à la cour. Mais ici, en province, c'est un mauvais plaisant satirique, moqueur, ne cherchant qu'à embarrasser les gens. Il est capable, uniquement pour s'amuser, de nous couvrir de ridicule aux yeux des libéraux. Ce ne fut que dans la nuit du samedi au dimanche, après 3 jours de pourparlers, que l'orgueil de l'abbé Maslon plia devant la peur du maire qui se changeait en courage. Il fallut écrire une lettre mielleuse à l'abbé Chélan pour le prier d'assister à la cérémonie de la relique de Bray-le-Haut, si toutefois son grand âge et ses infirmités le lui permettaient. Monsieur Chélan demanda et obtint une lettre d'invitation pour Julien, qui devait l'accompagner en qualité de sous-diacre. Dès le matin du dimanche, des milliers de paysans arrivant des montagnes voisines inondèrent les rues de Verrières. Il faisait le plus beau soleil. Enfin, vers les 3 heures, toute cette foule fut agitée. On apercevait un grand feu sur un rocher à 2 lieues de Verrières. Ce signal annonçait que le roi venait d'entrer sur le territoire du département. Aussitôt, le son de toutes les cloches et les décharges répétées d'un vieux canon espagnol appartenant à la ville marquèrent sa joie de ce grand événement. La moitié de la population monta sur les toits, toutes les femmes étaient au balcon. La garde d'honneur se mit en mouvement. On admirait les brillants uniformes, chacun reconnaissait un parent, un ami. On se moquait de la peur de monsieur de Moirod, dont à chaque instant la main prudente était prête à saisir l'arçon de sa selle. Mais une remarque fit oublier toutes les autres. Le premier cavalier de la 9e file était un fort joli garçon, très mince, que d'abord on ne reconnut pas. Bientôt un cri d'indignation chez les uns, chez d'autres le silence de l'étonnement annoncèrent une sensation générale. On reconnaissait dans ce jeune homme montant un des chevaux normands de M. Valenod, le petit Sorel, fils du charpentier. Il n'y eut qu'un cri contre le maire, surtout parmi les libéraux. Quoi, parce que ce petit ouvrier déguisé en abbé était précepteur de ces marmots, il avait l'audace de le nommer garde d'honneur au préjudice de messieurs tels et tels, riches fabricants. Ces messieurs, disait une dame banquière, devraient bien faire une avanie à ce petit insolent, né dans la crotte. Il est sournois et porte un sabre, répondait le voisin. Il serait assez traître pour leur couper la figure. Les propos de la société noble étaient plus dangereux. Les dames se demandaient si c'était du maire tout seul que provenait cette haute inconvenance. En général, on rendait justice à son mépris pour le défaut de naissance.
Pendant qu'il était l'occasion de tant de propos, Julien était le plus heureux des hommes. Naturellement hardi, il se tenait mieux à cheval que la plupart des jeunes gens de cette ville de montagne. Il voyait dans les yeux des femmes qu'il était question de lui. Ses épaulettes étaient plus brillantes parce qu'elles étaient neuves. Son cheval se cabrait à chaque instant. Il était au comble de la joie. Son bonheur n'eut plus de bornes lorsque, passant près du vieux rempart, le bruit de la petite pièce de canon fit sauter son cheval hors du rang. Par un grand hasard, il ne tomba pas. De ce moment, il se sentit un héros. Il était officier d'ordonnance de Napoléon et chargeait une batterie. Une personne était plus heureuse que lui. D'abord, elle l'avait vu passer d'une des croisées de l'hôtel de ville. Montant ensuite en calèche et faisant rapidement un grand détour, elle arriva à temps pour frémir quand son cheval l'emporta hors du rang. Enfin, sa calèche, sortant au grand galop par une sorte de porte de la ville, elle parvint à rejoindre la route par où le roi devait passer, et put suivre la garde d'honneur à 20 pas de distance au milieu d'une noble poussière. 10 000 paysans crièrent « Vive le roi !» quand le maire eut l'honneur de haranguer sa majesté. Une heure après, lorsque tous les discours écoutés, le roi allait entrer dans la ville, la petite pièce de canon se remit à tirer à coups précipités. Mais un accident s'ensuivit, non pour les canonniers qui avaient fait leurs preuves à Leipzig et à Montmirail, mais pour le futur premier adjoint, M. de Moirod. Son cheval le déposa mollement dans l'unique bourbier qui fut sur la grande route, ce qui fit esclandre, parce qu'il fallut le tirer de là pour que la voiture du roi pût passer. Sa Majesté descendit à la belle église neuve qui ce jour-là était parée de tous ses rideaux cramoisis. Le roi devait dîner et aussitôt après remonter en voiture pour aller vénérer la célèbre relique de Saint Clément. À peine le roi fut-il à l'église que Julien galopa vers la maison de M. de Rênal. Là, il quitta en soupirant son bel habit bleu de ciel, son sabre, ses épaulettes, pour reprendre le petit habit noir râpé. Il remonta à cheval et en quelques instants fut à Bray-le-Haut, qui occupe le sommet d'une fort belle colline. L'enthousiasme multiplie ces paysans, pensa Julien. On ne peut se remuer à Verrières et en voici plus de 10 000 autour de cette antique abbaye. À moitié ruinée par le vandalisme révolutionnaire, elle avait été magnifiquement rétablie depuis la Restauration, et l'on commençait à parler du miracle. Julien rejoignit l'abbé Chélan, qui le gronda fort, et lui remit une soutane et un surplis. Il s'habilla rapidement et suivit M. Chélan qui se rendait auprès du jeune évêque d'Agde. C'était un neveu de M. de la Mole, récemment nommé et qui avait été chargé de montrer la relique au roi. Mais l'on ne put trouver cet évêque. Le clergé s'impatientait. Il attendait son chef dans le cloître sombre et gothique de l'ancienne abbaye. On avait réuni 24 curés pour figurer l'ancien chapitre de Bray-le-Haut, composé avant 1789 de 24 chanoines. Après avoir déploré pendant 3/4 d'heure la jeunesse de l'évêque, les curés pensèrent qu'il était convenable que M. le doyen se retirât vers Monseigneur pour l'avertir que le roi allait arriver, et qu'il était instant de se rendre au chœur. Le grand âge de M. Chélan l'avait fait doyen. Malgré l'humeur qu'il témoignait à Julien, il lui fit signe de suivre. Julien portait fort bien son surplis. Au moyen de je ne sais quel procédé de toilette ecclésiastique, il avait rendu ses beaux cheveux bouclés très plats. Mais par un oubli qui redoublait la colère de M. Chélan, sous les longs plis de sa soutane, on pouvait apercevoir les éperons du garde d'honneur. Arrivés à l'appartement de l'évêque, de grands laquais bien chamarrés daignèrent à peine répondre au vieux curé que Monseigneur n'était pas visible. On se moqua de lui quand il voulut expliquer qu'en sa qualité de doyen du chapitre noble de Bray-le-Haut, il avait le privilège d'être admis en tout temps auprès de l'évêque officiant. L'humeur hautaine de Julien fut choquée de l'insolence des laquais. Il se mit à parcourir les dortoirs de l'antique abbaye, secouant toutes les portes qu'il rencontrait. Une fort petite céda à ses efforts, et il se trouva dans une cellule au milieu des valets de chambre de Monseigneur, en habit noir et la chaîne au cou. À son air pressé, ces messieurs le crurent mandé par l'évêque et le laissèrent passer.
Il fit quelques pas et se trouva dans une immense salle gothique, extrêmement sombre, et toute lambrisée de chêne noir. À l'exception d'une seule, les fenêtres en ogive avaient été murées avec des briques. La grossièreté de cette maçonnerie n'était déguisée par rien et faisait un triste contraste avec l'antique magnificence de la boiserie. Les deux grands côtés de cette salle, célèbres parmi les antiquaires bourguignons, et que le duc Charles le Téméraire avait fait bâtir vers 1470, en expiation de quelques péchés, étaient garnis de stalles de bois richement sculptés. On y voyait, figurés en bois de différentes couleurs, tous les mystères de l'Apocalypse. Cette magnificence mélancolique, dégradée par la vue des briques nues et du plâtre encore tout blanc, toucha Julien. Il s'arrêta en silence. À l'autre extrémité de la salle, près de l'unique fenêtre par laquelle le jour pénétrait, il vit un miroir mobile en acajou. Un jeune homme, en robe violette et en surplis de dentelle, mais la tête nue, était arrêté à 3 pas de la glace. Ce meuble semblait étrange en un tel lieu, et sans doute y avait été apporté de la ville. Julien trouva que le jeune homme avait l'air irrité. De la main droite, il donnait gravement des bénédictions du côté du miroir. Que peut signifier ceci, pensa-t-il? Est-ce une cérémonie préparatoire qu'accomplit ce jeune prêtre? C'est peut-être le secrétaire de l'évêque. Il sera insolent comme les laquais. Ma foi, n'importe, essayons. Il avança et parcourut assez lentement la longueur de la salle, toujours la vue fixée vers l'unique fenêtre et regardant ce jeune homme qui continuait à donner des bénédictions exécutées lentement, mais en nombre infini et sans se reposer un instant. À mesure qu'il approchait, il distinguait mieux son air fâché. La richesse du surplis garni de dentelle arrêta involontairement Julien à quelques pas du magnifique miroir. « Il est de mon devoir de parler, se dit-il enfin, mais la beauté de la salle l'avait ému, et il était froissé d'avance des mots durs qu'on allait lui adresser. Le jeune homme le vit dans la psyché, se retourna, et quittant subitement l'air fâché, lui dit du ton le plus doux, « Eh bien, monsieur, est-elle enfin arrangée ?» Julien resta stupéfait. Comme ce jeune homme se tournait vers lui, Julien vit la croix pectorale sur sa poitrine. C'était l'évêque d'Agde. Si jeune, pensa Julien, tout au plus 6 ou 8 ans de plus que moi, et il eut honte de ses éperons. « Monseigneur, répondit-il timidement, je suis envoyé par le doyen du chapitre, monsieur Chélan. »« Ah, il m'est fort recommandé, dit l'évêque d'un ton poli qui redoubla l'enchantement de Julien. Mais je vous demande pardon, monsieur, je vous prenais pour la personne qui doit me rapporter ma mitre. On l'a mal emballée à Paris, la toile d'argent est horriblement gâtée dans le haut. Cela fera le plus vilain effet, ajouta le jeune évêque d'un air triste. Et encore, on me fait attendre. Monseigneur, je vais chercher la mitre, si votre grandeur le permet. Les beaux yeux de Julien firent leurs effets. Allez, monsieur, répondit l'évêque avec une politesse charmante, il me la faut sur-le-champ. Je suis désolé de faire attendre messieurs du chapitre. Quand Julien fut arrivé au milieu de la salle, il se retourna vers l'évêque et le vit qui s'était remis à donner des bénédictions. « Qu'est-ce que cela peut être ?» se demanda Julien. « Sans doute c'est une préparation ecclésiastique nécessaire à la cérémonie qui va avoir lieu. » Comme il arrivait devant la cellule où se tenaient les valets de chambre, il vit la mitre entre leurs mains. Ces messieurs, cédant malgré eux au regard impérieux de Julien, lui remirent la mitre de Monseigneur. Il se sentit fier de la porter. En traversant la salle, il marchait lentement. Il la tenait avec respect. Il trouva l'évêque assis devant la glace, mais de temps à autre, sa main droite, quoique fatiguée, donnait encore la bénédiction. Julien l'aida à placer sa mitre. L'évêque secoua la tête. « Ah, elle tiendra, dit-il à Julien d'un air content. Voulez-vous vous éloigner un peu ?» Alors, l'évêque alla fort vite au milieu de la pièce, puis, se rapprochant du miroir à pas lents, il prit l'air fâché et donnait gravement des bénédictions. Julien était immobile d'étonnement. Il était tenté de comprendre, mais n'osait pas. L'évêque s'arrêta et le regardant avec un air qui perdait rapidement de sa gravité. « Que dites-vous de ma mitre, monsieur? Va-t-elle bien ?»« Fort bien, monseigneur. » Elle n'est pas trop en arrière, cela aurait l'air un peu niais, mais il ne faut pas non plus la porter baissée sur les yeux comme un shako d'officier.
Elle me semble aller fort bien. Le roi est accoutumé à un clergé vénérable, et sans doute fort grave. Je ne voudrais pas, à cause de mon âge surtout, avoir l'air trop léger. Et l'évêque se mit de nouveau à marcher en donnant des bénédictions. C'est clair, dit Julien, osant enfin comprendre. Il s'exerce à donner la bénédiction. Après quelques instants. Je suis prêt, dit l'évêque. Allez, monsieur, avertir monsieur le doyen et messieurs du chapitre. Bientôt, monsieur Chélan, suivi des deux curés les plus âgés, entra par une fort grande porte, magnifiquement sculptée, et que Julien n'avait pas aperçue. Mais cette fois, il resta à son rang, le dernier de tous, et ne put voir l'évêque que par-dessus les épaules des ecclésiastiques qui se pressaient en foule à cette porte. L'évêque traversait lentement la salle. Lorsqu'il fut arrivé sur le seuil, les curés se formèrent en procession. Après un petit moment de désordre, la procession commença à marcher en entonnant un psaume. L'évêque s'avançait le dernier entre M. Chélan et un autre curé fort vieux. Julien se glissa tout à fait près de Monseigneur, comme attaché à l'abbé Chélan. On suivit les longs corridors de l'abbaye de Bray-le-Haut. Malgré le soleil éclatant, ils étaient sombres et humides. On arriva enfin au portique du cloître. Julien était stupéfait d'admiration pour une si belle cérémonie. L'ambition réveillée par le jeune âge de l'évêque, la sensibilité et la politesse exquise de ce prélat se disputaient son cœur. Cette politesse était bien autre chose que celle de M. de Rênal, même dans ses bons jours. Plus on s'élève vers le premier rang de la société, se dit Julien, plus on trouve de ces manières charmantes. On entrait dans l'église par une porte latérale. Tout à coup, un bruit épouvantable fit retentir les voûtes antiques. Julien crut qu'elles s'écroulaient. C'était encore la petite pièce de canon. Traînée par 8 chevaux au galop, elle venait d'arriver, et à peine arrivée, mise en batterie par les canonniers de Leipzig, elle tirait 5 coups par minute, comme si les Prussiens eussent été devant elle. Mais ce bruit admirable ne fit plus d'effet sur Julien. Il ne songeait plus à Napoléon et à la gloire militaire. Si jeune, pensait-il. Être évêque d'Agde. Mais où est Agde? Et combien cela rapporte-t-il? 2 ou 300 000 francs peut-être? Les laquais de Monseigneur parurent avec un dé magnifique. Monsieur Chélan prit l'un des bâtons, mais dans le fait, ce fut Julien qui le porta. L'évêque se plaça dessous. Réellement, il était parvenu à se donner l'air vieux. L'admiration de notre héros n'eut plus de bornes. Que ne fait-on pas avec de l'adresse, pensa-t-il. Le roi entra. Julien eut le bonheur de le voir de très près. L'évêque le harangua avec onction, et sans oublier une petite nuance de trouble fort poli pour sa majesté. Nous ne répéterons point la description des cérémonies de Bray-le-Haut. Pendant 15 jours, elles ont rempli les colonnes de tous les journaux du département. Julien apprit par le discours de l'évêque que le roi descendait de Charles le Téméraire. Plus tard, il entra dans les fonctions de Julien de vérifier les comptes de ce qu'avait coûté cette cérémonie. Monsieur de la Mole, qui avait fait avoir un évêché à son neveu, avait voulu lui faire la galanterie de se charger de tous les frais. La seule cérémonie de Bray-le-Haut coûta 3 800 francs. Après le discours de l'évêque et la réponse du roi, sa majesté se plaça sous le dé. Ensuite, elle s'agenouilla fort dévotement sur un coussin près de l'autel. Le chœur était environné de stalles, et les stalles élevées de 2 marches sur le pavé. C'était sur la dernière de ces marches que Julien était assis au pied de M. Chélan, à peu près comme un caudataire près de son cardinal, à la chapelle Sixtine à Rome. Il y eut un Te Deum, des flots d'encens, des décharges infinies de mousqueterie et d'artillerie. Les paysans étaient ivres de bonheur et de piété. Une telle journée défait l'ouvrage de 100 numéros des journaux jacobins. Julien était à 6 pas du roi, qui réellement priait avec abandon. Il remarqua pour la première fois un petit homme au regard spirituel et qui portait un habit presque sans broderie. Mais il avait un cordon bleu de ciel par-dessus cet habit fort simple. Il était plus près du roi que beaucoup d'autres seigneurs, dont les habits étaient tellement brodés d'or que, suivant l'expression de Julien, on ne voyait pas le drap. Il apprit quelques moments après que c'était M. de la Mole.
et lui trouva l'air hautain et même insolent. Ce marquis ne serait pas poli comme mon joli évêque, pensa-t-il. Ah, l'état d'ecclésiastique rend doux et sage. Mais le roi est venu pour vénérer la relique, et je ne vois point de relique. Où sera saint Clément? Un petit clerc, son voisin, lui apprit que la vénérable relique était dans le haut de l'édifice, dans une chapelle ardente. Qu'est-ce qu'une chapelle ardente? Se dit Julien. Mais il ne voulut pas demander l'explication de ce mot. Son attention redoubla. En cas de visite d'un prince souverain, l'étiquette veut que les chanoines n'accompagnent pas l'évêque. Mais en se mettant en marche pour la chapelle ardente, monseigneur d'Agde appela l'abbé Chélan. Julien osa le suivre. Après avoir monté un long escalier, on parvint à une porte extrêmement petite, mais dont le chambranle gothique était doré avec magnificence. Cet ouvrage avait l'air fait de la veille. Devant la porte étaient réunies à genoux 24 jeunes filles appartenant aux familles les plus distinguées de Verrières. Avant d'ouvrir la porte, l'évêque se mit à genoux au milieu de ces jeunes filles toutes jolies. Pendant qu'il priait à haute voix, elles semblaient ne pouvoir assez admirer ses belles dentelles, sa bonne grâce, sa figure si jeune et si douce. Ce spectacle fit perdre à notre héros ce qui lui restait de raison. En cet instant, il se fut battu pour l'Inquisition, et de bonne foi. La porte s'ouvrit tout à coup. La petite chapelle parut comme embrasée de lumière. On apercevait sur l'autel plus de 1000 cierges divisés en 8 rangs séparés entre eux par des bouquets de fleurs. L'odeur suave de l'encens le plus pur sortait d'un tourbillon de la porte du sanctuaire. La chapelle dorée, à 9, était fort petite, mais très élevée. Julien remarqua qu'il y avait sur l'autel des cierges qui avaient plus de 15 pieds de haut. Les jeunes filles ne purent retenir un cri d'admiration. On avait admis dans le petit vestibule de la chapelle que les 24 jeunes filles, les 2 curés et Julien. Bientôt le roi arriva, suivi du seul monsieur de la Mole et de son grand chambellan. Les gardes eux-mêmes restèrent en dehors, à genoux et présentant les armes. Sa Majesté se précipita plutôt qu'elle ne se jeta sur le prie-dieu. Ce fut alors seulement que Julien, collé contre la porte dorée, aperçut par-dessous le bras nu d'une jeune fille la charmante statue de saint Clément. Il était caché sous l'autel, en costume de jeune soldat romain. Il avait au cou une large blessure, d'où le sang semblait couler. L'artiste s'était surpassé. Ses yeux mourants, mais pleins de grâce, étaient à demi fermés. Une moustache naissante ornait cette bouche charmante qui, à demi fermée, avait encore l'air de prier. À cette vue, la jeune fille voisine de Julien pleura à chaudes larmes. Une de ces larmes tomba sur la main de Julien. Après un instant de prière, dans le plus profond silence, troublé seulement par le son lointain des cloches de tous les villages à 10 lieues à la ronde, l'évêque d'Agde demanda au roi la permission de parler. Il finit un petit discours fort touchant, par des paroles simples, mais dont les faits n'en étaient que mieux assurés. N'oubliez jamais, jeune chrétienne, que vous avez vu l'un des plus grands rois de la terre à genoux devant les serviteurs de Dieu, tout-puissant et terrible. Ces serviteurs faibles, persécutés, assassinés sur la terre, comme vous le voyez par la blessure encore sanglante de saint Clément, ils triomphent au ciel. N'est-ce pas, jeune chrétienne? Vous vous souviendrez à jamais de ce jour. Vous détesterez l'impie. À jamais, vous serez fidèle à ce Dieu si grand, si terrible, mais si bon. À ces mots, l'évêque se leva avec autorité. « Vous me le promettez, dit-il, en avançant le bras d'un air inspiré. « Nous le promettons, dirent les jeunes filles, en fondant en larmes. « Je reçois votre promesse au nom du Dieu terrible, ajouta l'évêque d'une voix tonnante, et la cérémonie fut terminée. Le roi lui-même pleurait. Ce ne fut que longtemps après que Julien eut assez de sang-froid pour demander où étaient les os du saint envoyés de Rome à Philippe le Bon, duc de Bourgogne. On lui apprit qu'ils étaient cachés dans la charmante figure de cire. Sa Majesté daigna permettre aux demoiselles qui l'avaient accompagné dans la chapelle de porter un ruban rouge sur lequel étaient brodés ces mots « Haine à l'impie, adoration perpétuelle ».
M. de la Mole fit distribuer aux paysans 10 000 bouteilles de vin. Le soir, à Verrières, les libéraux trouvèrent une raison pour illuminer 100 fois mieux que les royalistes. Avant de partir, le roi fit une visite à M. de Moirod.